Je réponds au nom de Piero Chambou. Je suis professeur en droit, précisément en droit international humanitaire, à l'université officielle de Bukavu. Et ici, on est dans des situations de conflits armés non internationaux, si on peut estimer aussi, selon les différents rapports, que le Rwanda soutient des groupes armés selon certains rapports des Nations Unies. On peut alors estimer qu'on est aussi dans un conflit armé international entre le Congo et le Rwanda. Et dans ces contextes, évidemment, des conflits armés et des guerres, les règles des droits de l'homme qui normalement devraient s'appliquer, certaines de ces règles sont suspendues, on appelle la dérogation, et c'est ça l'article 4 du Pacte international des droits civils et politiques qui, d'après cet article, dispose que les États peuvent déroger à certaines règles des droits de l'homme dans des situations de troubles, de conflits armés. Cela dit, certaines règles, certaines dispositions de ces pactes, et l'article 61 même de la Constitution de la RDC prévoit la dérogation aux règles des droits de l'homme. Mais cet article ou ces articles 61 Constitution RDC, 4 Pacte international des droits civils et politiques, prévoient par ailleurs des règles non dérogeables, c'est-à-dire des règles auxquelles on ne peut pas apporter la dérogation, quel que soit le contexte. Et donc, quelle que soit la situation de conflit armé, le droit à la vie doit être respecté. Et ici, donc, la privation arbitraire de la vie, personne ne peut être privé arbitrairement de la vie, même s'il y a état de guerre ou état de siège. C'est le cas aussi du droit d'avoir accès à un juge et d'être assisté. Donc, toute privation de liberté doit suivre le processus normal, c'est-à-dire passer par le biais d'un juge. Tout ce qui se passe dans l'actualité à l'est de la RDC, même dans certaines régions, comme au Kasaï, on l'a vu avec Kamina Nsap ou dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, on voit très bien des violations des droits de l'homme qui ont été commises par des groupes armés. Et pourtant, ces groupes armés sont censés aussi respecter les règles des droits de l'homme, mais surtout l'obligation de ne pas violer ces règles des droits de l'homme. On voit dans d'autres situations des critiques simples à l'égard, par exemple, d'un gouverneur de province, des critiques ou des analyses de certains politiciens se trouvent censurés et même menacés d'arrestation. Donc cela est tellement dommage et pourtant la liberté d'expression, surtout quand il s'agit, certaines juridictions l'ont dit, quand il s'agit des personnalités publiques, le seul fait de s'exposer, d'accepter un mandat politique, ça signifie que vous acceptez de vous exposer aux critiques. Vous acceptez d'être président de la République, gouverneur, ministre, vous acceptez un mandat politique. Donc vous devrez accepter par ce fait aussi d'être critiqué. Et cela, c'est le droit même d'ailleurs des activistes des droits de l'homme, c'est là même le rôle de la société civile, analyser votre mandat et critiquer ces mandats. D'ailleurs, d'autres juridictions ont dit cette critique, elle est même admise, injurieuse soit-elle. Donc, même si elle arrive, il s'agit de critiques injurieuses, pour autant que ces critiques, évidemment, et ça c'est le bémol à apporter, pour autant que ces critiques participent au développement ou à une discussion dans une société démocratique. Donc il ne s'agit pas d'injurier un homme politique pour le plaisir de l'injurier, mais il s'agit évidemment que ces enjeux soient tels, participent dans le débat public et dans un système démocratique, tout en respectant évidemment les droits des personnes à leur vie privée. Il y a des mêmes de manifestations, de groupes, des activistes des droits de l'homme où on voit dans leurs manifestations sont prohibées et dans certaines situations, les mesures utilisées sont tellement disproportionnelles par rapport aux manifestants sans armes. C'est là évidemment dommage. La plupart des principaux auteurs, soit ce sont les membres
de la police. Je ne dis pas la police en tant que telle, parce que vous pouvez avoir certains éléments de la police qui interprètent mal un ordre qui a été donné. Mais il s'agit des abus des personnes telles que on leur donne le droit d'intervenir ou disons qu'ils doivent instaurer l'ordre, mais certains éléments arrivent à déborder. Heureusement, la justice, elle est là et elle devrait faire un bon exemple. Et cet exemple, ce serait évidemment c'est de poursuivre et de condamner les auteurs de ces abus. Alors on a un mécanisme interne qui est d'ailleurs celui à encourager. D'abord au niveau interne, on a les cours et tribunaux. Mais lorsque ces cours et tribunaux sont défaillants ou lorsque la personne qui a introduit sa demande devant un juge interne ne trouve pas satisfaction, la RDC a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là aussi, elle reconnaît aussi la compétence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, auprès de laquelle on peut introduire une requête quand bien même elle rend des décisions ou des observations qui ne sont pas contraignantes. On a aussi le comité des droits de l'homme, qui est un comité qui veille sur le respect du pacte international des droits civils et politiques, qui est aussi un instrument juridique que la RDC a ratifié. Mais cela dit, il existe d'autres mécanismes en ce qui concerne l'aspect pénal, et l'on a la Cour pénale internationale. La RDC a reconnu la compétence de cette Cour il y a un mois, si je ne m'abuse pas. Le procureur de la CPI a fait un séjour à l'est de la République démocratique du Congo, et il y a lieu de penser que dans les jours à venir, les mandats pouvaient être lancés, ou disons les enquêtes pouvaient être lancées à ce qui concerne la situation à l'est, plus précisément à Beni et dans certaines régions où il y a des violations des droits de l'homme. Certaines personnes, notamment Denis Mukwege, demandent qu'il y ait une juridiction pénale spéciale pour la RDC. Et c'est là aussi très important parce que la compétence de la CPI, c'est depuis 2002, mais il y a d'autres violations qui ont été commises avant 2002 et qui nécessitent aussi réparation. Les défis, certaines zones sont isolées, de sorte que les acteurs humanitaires tels que les ONG de droits de l'homme ou les ONG humanitaires qui assistent les civils n'ont pas accès. C'est dommage. Dans certaines régions, aujourd'hui, on a la famine qui a été créée évidemment par cette guerre. C'est le cas des régions actuellement contrôlées par le M23. Le défi est énorme et pour le moment, on ne sait pas quelle est la situation de ces personnes ou des civils, des Congolais qui vivent dans ces régions. Mais aussi les acteurs de la société civile ne peuvent pas exercer leur rôle comme il le faut dans ces zones isolées et concernées par la guerre. Il y a des témoignages, des rapports récents de Human Rights Watch et d'Amnesty International. Si vous lisez ces travaux qui ont été publiés dans le cadre de camps des réfugiés qui ont quitté ces milieux, la situation elle est vraiment désastreuse. On ne peut pas espérer à ce que le droit de l'homme soit respecté dans un contexte de guerre. Donc, dans l'est de la République démocratique du Congo, je pense que la paix elle est très importante et elle est capitale même. C'est dans un contexte de paix que les règles des droits de l'homme s'exercent dans toute leur splendeur, dans toute leur plénitude. Cela dit, il y a des actions qui sont menées maintenant par les acteurs politiques, le président de la République, et j'espère que cela aboutisse et donne de très bons résultats.